Bonjour, j'aimerais bien vous partager avec vous les avancées dans la médecine de précision chez l'enfant que vous connaissez déjà des dernières années. Comme vous le savez, notre programme, c'est principalement MAPI-ACT et eSmart, les deux études qui s'intègrent dans un programme européen. C'est important en pédiatrie parce que, heureusement, on n'a pas les nombres de cancers chez l'enfant que chez les adultes. Justement pour rappel, MAPI-ACT était notre programme de profilage après le programme Moscato, quand on a fait uniquement ici à l'IGR, et suite à lesquels mes collègues en France ont dit on aimerait bien avoir un programme national. Donc, avec une biopsie, après une consultation et après un consentement, avec une analyse moléculaire qui est très élargie, avec un tumor board où on discute avec les biologistes, est-ce que les analyses ou les altérations qu'on retrouve, est-ce qu'ils sont vraiment relevants ou pas, ou est-ce que c'est justement des choses abnormales comme on a des yeux bleus et des yeux bruns et qui n'ont pas de significance pathologique. Et ce qui était très, très important pour nous, c'était développer le tumor board clinique. Ça veut dire que je discute chaque semaine avec toutes mes collègues de la France qui ont mis en patient leurs patients, quelles sont les altérations d'abord quand on a, et aussi qu'est-ce qu'on peut proposer aujourd'hui, parce que c'est presque tout sont les propositions thérapeutiques innovantes, donc pas la routine, et donc c'est important de discuter avec les collègues aussi qu'ils sont à l'aise de discuter ça avec leurs patients. Et ensuite, heureusement, quand un patient a un traitement. Donc, l'étude inclut très, très bien, elle a plus ou moins inclus mieux qu'on pensait. Initialement, on voulait faire 300 patients dans 3 ans. Finalement, on est à 350 dans presque 2 ans. Comme vous le voyez, on a couvert actuellement presque tout le territoire de la France et on a aussi ouvert Milan maintenant, même avec 3 patients qui sont inclus cette semaine. On a vu deux choses principalement pour la pédiatrie. Un, c'est le temps d'attente pour avoir le résultat de la biologie, de l'analyse moléculaire est très compliqué. Si au début on a regardé seulement certains gènes, ça va très très vite, on est en 3 semaines, 2 à 3 semaines, on a un résultat. Si on regarde plus large, on a besoin plus de temps et on est actuellement à 4-5 semaines, 6 semaines. Et ce qui est souvent pour les maladies de l'enfant, ce n'est pas possible d'attendre. Ils poussent beaucoup plus vite souvent que chez les adultes. Et l'autre chose qu'on s'est aperçu aussi, que les gens ou les collègues et les patients sont venus trop tard. Et donc, c'était plus la possibilité de leur proposer un traitement. Donc ça aussi, dans les 200 expériences, on a changé. Dès qu'une maladie qui revient, quand on sait aujourd'hui, avec nos moyens, on ne peut pas les guérir, on propose déjà à la famille de faire une nouvelle analyse, même si j'ai encore éventuellement un traitement de rattrapage d'abord, pour en finir ça. Les enfants, quand on a mis dans les derniers presque 2 ans, c'était environ un médiane de 13 ans, donc de 1 an jusqu'à le plus grand était quand même un adulte, 32 ans, avec une maladie pédiatrique. Comme vous le voyez, la plupart sont des sarcomes en pédiatrie, dont on ne parle pas trop chez les adultes. Quand même un quart qui sont des tumeurs cérébrales, des autres tumeurs solides et peu des lymphomes ou des leucémies parce qu'on a beaucoup d'autres traitements quand même. Quand on fait une analyse moléculaire, et ça montre cette flow ici, ça ne veut pas dire si on fait une intervention chez quelqu'un qu'on en a aussi un résultat. Ça, il faut savoir et ça, il faut être ouvert avec les parents et avec le patient. On peut faire des interventions, on peut déjà avoir du mal parce que éventuellement la maladie est trop rapide quand on n'arrive pas à l'intervention. Et après, il y a un risque aussi que le matériel qu'on récupère par la biopsie, qu'elle n'est pas suffisante et elle peut avoir insuffisance dans le nombre de la qualité ou aussi dans la contribution des cellules tumorales. Et donc, on a seulement dans 75% des enfants, on a un résultat qu'on considère contributif. Même si ça, c'est un niveau qui est tout à fait partagé dans le monde et c'est un problème technique.
Ça veut dire, je pense qu'on est bien d'avoir un résultat, mais c'est les limites de technique qui nous empêchent d'être mieux. Qu'est-ce qu'on retrouve? Et c'est exactement ce qu'on savait avant. Ça veut dire chaque patient est différent. On a très rarement les mêmes choses. Les choses qui sont très typiques pour une certaine maladie, on l'a découvert déjà dans les derniers 20 ans parce qu'ils sont là, parce qu'il y a des projets de recherche sur le cancer de l'enfant. Mais ce qu'on trouve, c'est finalement la plupart ont des altérations ou des abnormalités. Quand je dis altérations, c'est des abnormalités qui sont dans des différentes voies que le cancer utilise pour progresser, pour proliférer, pour distribuer dans le corps. Et ça, c'est dispatché. C'est un peu similaire comme les adultes, pas complètement. On a aussi beaucoup qui ont des choses dans la voie de développement. Et ce qu'on pense de toute façon, parce que comme vous le savez, le cancer de l'enfant, il n'a pas des toxicités comme on a vu avec le poumon, avec des fumeurs, des toxines. C'est une autre origine. Aussi, et chacun, ça montre un peu cette graphique, chacun a d'autres altérations, et c'est ça la complexité du système. Le truc qui était le plus important pour moi à l'époque, quand on a fait les 3 ans de Moscato ici à l'IGR, c'était mais qu'est-ce qui devient de ces patients? Parce que de faire une analyse moléculaire et de ne pas proposer un traitement derrière, c'est questionnable si ça fait vraiment du sens. Naturellement, la recherche avance, on sait plus, mais s'il n'y a pas un bénéfice aussi, une option, au moins une option thérapeutique, une perspective, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Quand on a repris nos premiers patients, là c'était pour un congrès international au début de l'année, on a trouvé sur 122 enfants avec une analyse contributive, on a eu quand même un enfant qui a eu un autre diagnostic qu'initialement pensé. L'analyse a complété ce qu'on savait avant. On a eu aussi, et ça on voit plus et plus maintenant en pédiatrie, quand on retourne et on pense que c'est une rechute. Non, quelquefois c'est pas une rechute, c'est un deuxième cancer qu'ils ont. Ça on a trouvé dans 2 enfants. Et on a fait quand même dans 73% des patients une proposition thérapeutique où il y a aujourd'hui des médicaments. Je ne dis pas que ça marche. C'était important pour ce projet aussi de dire c'est des hypothèses sur lesquelles on travaille, c'est la recherche clinique et translationnelle sur lesquelles on travaille. Et on a aussi, et ça c'est connu chez l'enfant aussi particulièrement, on a une certaine constellation aussi génétique, ça veut dire qu'il y avait à peu près 4% des enfants, on a proposé aux parents une consultation génétique parce qu'on savait qu'il y a des gènes qui sont héréditaires et on a vu quand même une vingtaine % des cas où on se pose la question, qui ne sont aujourd'hui pas encore connus, mais où on pose la question, est-ce que ça joue éventuellement un rôle dans la prédisposition? Ça, c'est en cours d'évaluation. Si on reprend les 89 patients où on a proposé quelque chose, on a eu quand même 20 qui étaient traités avec un traitement ciblé dans le cadre d'un essai. Et comme vous le voyez, c'était principalement notre étude eSmart où les patients pouvaient rentrer. Par contre, il y avait seulement pour 4 patients où ça a matché avec une étude quand on a eu en cours. Et c'était ça la particularité. Souvent, nos critères d'inclusion sont très limités. Et finalement, les patients ne rentrent pas, même s'il y a quelque chose qui pourrait être intéressant. On a eu aussi, et ça c'est typique en pédiatrie, on traite des patients aussi hors AMM parce qu'il n'y a pas d'enregistrement souvent, avec un traitement ciblé ou non ciblé. Ou que ce n'est pas matched. Certaines ont la chimiothérapie et certaines aussi étaient encore contrôlées, donc un tiers qui ont encore une option quand ils ont besoin. Et malheureusement, il y a aussi certains patients où la maladie a déjà pris tellement l'ampleur qu'ils n'étaient plus là quand on a discuté le résultat. Donc, eSmart, qu'est-ce que c'est? C'est une étude phase 1-2, ça veut dire précoce,
avec plusieurs bras. Et c'était finalement grâce à notre maintenant ministère de la Santé, Agnès Buzyn, qui était à l'époque à l'INCa et qui nous a aidé de convaincre les industriels. Et comme vous le voyez, on a eu 3 industriels qui nous ont donné 5 molécules de leur pipeline, plusieurs entre eux qui n'étaient pas du tout chez l'enfant avant. Et surtout aussi dans les combinaisons, parce qu'on savait déjà, on a plusieurs études en cours avec un agent et on a entendu la résistance ou éventuellement il faut plusieurs traitements autour. Comme aussi, non de ces médicaments contenus, vous avez entendu aussi déjà qu'on en a certaines où il y a une abnormalité, on sait qu'il faut 7 traitements. Ça, c'est très rare en pédiatrie. On a à peu près 5% des patients qui ont une abnormalité très, très particulière où on sait ces traitements, c'est bien, et il y a une chance de répondre à 80%, même 100% quelquefois. Pour la plupart de celles qu'on explore actuellement, on n'a pas, et c'est pourquoi on a enrichi des patients dans ces traitements avec une certaine altération, où on pense aujourd'hui qu'une altération de cette voie pourrait être un avantage pour la sensibilité à ces traitements. Et c'est là où on est aujourd'hui, on va le comparer. On est en train aussi de faire un amendement en janvier où on ajoute encore 3 autres bras dans cette étude. Et on est également en train d'élargir l'étude qui était pour le moment uniquement en France, en train de l'ouvrir en Allemagne, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Angleterre. Aussi, cette étude recrute très, très vite. On a eu dans les 20 mois 75 inclusions. Il y avait 9 enfants qui étaient dans 2 bras. Et la plupart, comme vous le voyez, et ça reflète, la plupart étaient en effet dans notre programme MAPI Action. On voit le dynamisme entre les 2 programmes, mais c'est aussi ouvert à d'autres programmes en Europe pour des patients qui peuvent y bénéficier. Et aussi, ce que initialement, quand on a dit on fait un enrichissement jusqu'à 50%. Finalement, on a quand même pas mal des altérations chez l'enfant. On le retrouve et donc tout à fait qu'on le considère comme enrichi. J'aimerais bien quand même partager avec vous plus ou moins le changement cette année qui était suite à un grand conquête en Amérique avec le résultat qui était présenté chez l'enfant ainsi que chez l'adulte. Et ça, c'est une molécule qui était spécifiquement développée contre des fusions, ça veut dire 2 gènes ensemble qui font une activation de NTRK. C'est quelque chose qui existe chez l'enfant dans 1 ou 2% seulement, mais quand ils ont ça et quand ils sont traités, ça montre la réduction de chaque tumeur pour chaque enfant. Et vous voyez, tous les enfants qui ont eu cette fusion ont diminué. Et ça, c'est ici justement un petit bébé de 31 jours, qui a aussi une fusion. Là, vous voyez la tumeur latérale de son cerveau. Et donc, après seulement 4 doses, déjà une diminution importante. Et avec le 3e cycle, il était en rémission complète. Ça, c'est exceptionnel. C'est ce que je dis. Il y a éventuellement des maladies qui ont besoin d'un médicament pour le diminuer. Et ça, et ça a vraiment abouti pour la première fois dans le monde que les médicaments étaient enregistrés en même temps pour les adultes et pour les enfants. Il y avait encore une fois avant, c'était dans les leucémies. Donc ça, mais c'est quand même, ça reste exceptionnel. Et donc, nous, on travaille sur celles où ce n'est pas le cas, où c'est plus compliqué, c'est plus complexe. Et d'un côté, ça veut dire les buts, là où on est actuellement en branche de recherche, pour moi, c'est uniquement la fin du début. Et comme Eric vous disait déjà, on est en train d'améliorer nos techniques parce que, particulièrement en pédiatrie, on sait que c'est pas seulement les gènes, mais aussi la façon comment les gènes sont lus, la épigénétique est très modulée, souvent chez l'enfant. Et donc, c'est quelque chose, et on ne le détecte pas bien aujourd'hui dans nos façons quand on fait le profilage. Et aussi de gérer toutes les données. J'ai parlé l'année dernière aussi de la hétérogénéité tumorale, spatiale et temporale. Ça veut dire ce que Benjamin vous a montré. On peut regarder à un moment dans le cancer, c'est souvent dans le sang, c'est une réflexion des métastases
mais pas nécessairement locales. Ils peuvent être une différence, mais aussi avec la réapparition des rechutes, elle est définitivement différente. Donc, il y a une amélioration de ces technologies, mais aussi une validation des prospectives et de nos hypothèses. Et ça passe par nos recherches translationnelles et dans des études cliniques preuves de concept, comme je vous l'ai montré avec eSmart, où on a des patients en face les réponses et on explore est-ce que c'est vraiment relevant ou pas. La prédisposition chez l'enfant, naturellement très important, et la validation des observations bioinformatiques et biologiques et le développement des modèles précliniques pertinents. C'est là où le parrainage, votre soutien nous aide depuis les dernières années. On a dans les 2 ans on a dans les 2 ans développé maintenant plus que 50 modèles de xénogreffes à partir de tumeurs premières, à savoir que presque tous les patients et parents ont accordé, on dit on aimerait bien qu'un modèle est développé. On arrive à peu près de transplanter la moitié et quand même 40 qui poussent et qui sont reflétés. Ça vous montre une tumeur primaire de ce jeune garçon et là, la tumeur sur la souris. Ça, c'est un projet maintenant où on explore des questions plus loin. Et suite à l'arrivée d'un chercheur dans mon groupe, on explore actuellement si les séquences virales dans la tumeur pédiatrique jouent un rôle dans l'oncogénèse. Et ça montre par exemple le premier patient dans Moscato où on a trouvé là des expressions surexprimées. C'est une enveloppe de certaines virales qui est très spécifique dans une tumeur du muscle. Et qui est associé aussi avec d'autres gènes qui sont corrélés positivement ou négativement avec cette enveloppe. Et donc, actuellement, on est en train de valider cette expression et aussi quelle est leur fonction, éventuellement pour un thérapeutique. Et la deuxième rôle, on parle tous de l'immunothérapie. Malheureusement, on a appris en pédiatrie que les tumeurs pédiatriques ne répondent pas comme les adultes, comme le mélanome, comme le poumon, au checkpoint inhibiteur, le PD-1, qui était dans la Bresse et qu'on en a déjà entendu plusieurs fois, parce qu'ils sont plus froids, ils n'ont pas la même constellation. Donc, on est en train de regarder s'il y a d'autres antigènes, par exemple, qu'il faut plutôt traiter dans les tumeurs pédiatriques. Et par exemple, on a retrouvé récemment une surexpression dans presque un quart de nos tumeurs pédiatriques qui est là et peut-être qui donne une piste pour un nouveau traitement différent du PD-1. Donc ça reste un labyrinthe, mais je pense qu'on fait des progrès et aussi grâce à vous, ça nous permet d'améliorer nos connaissances. Merci beaucoup.